Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, ces images resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Comment un jeune informaticien et son chat persan ont-ils pu être à l'origine de tels événements? Comment une simple poignée de croquettes a-t-elle pu provoquer un tel chaos dans le monde? Et faut-il voir dans cette affaire unique en son genre un des symptômes de l'hyperconnexion de l'humanité? Ce sont ces questions à la fois passionnantes et fondamentales pour mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons qui m'ont poussé à réaliser ce documentaire. Tout commence à New York le 6 janvier 1977 avec la naissance de Tony Shapiro. Le garçon possède à la fois la nationalité américaine par son père, Élie Shapiro, et française par sa mère, Mathilde Blanchard, une Normande pure souche. Entouré de ses copains et de sa grande sœur, Jessica, le jeune Tony connaît une enfance heureuse et sans histoire dans le quartier italien de Carroll Gardens, à Brooklyn. Mais au mois de juin 1987, la mort accidentelle de ses grands-parents maternels change complètement la donne. Après l'enterrement de ses beaux-parents, le père de Tony décide de s'installer à Douin, au fin fond de la Normandie, dans la maison familiale des Blanchard. Je sais pas pourquoi ils sont restés, mais moi je pense que c'était pas une bonne idée. Et ce que je peux vous dire, c'est que le passage de New York à Douin, il est jamais passé pour Tony. Jamais. En 10 ans, j'ai dû le voir sourire 4 fois, maximum, Pas comme ça, sœur. Non. Ah, mademoiselle Jessie, toujours à faire la faux folle là, avec les filles grangées. Mais monsieur Tony, aucun copain. Aucun. Juste son ordinateur. Son ordinateur. En 1995, âgé de 18 ans, Tony Shapiro crée Destructor Fantasy, un jeu de guerre spatiale qui connaît un petit succès dans le milieu de l'informatique. 15 ans plus tard, le jeune homme est devenu programmateur de jeux vidéo et gagne confortablement sa vie. Mais à 33 ans révolus, il n'a toujours pas quitté la maison familiale de Douin. Et pas de petit ami non plus, Un beau garçon, pourtant. Bien fait, belle allure, présentation très bien. Alors que mademoiselle Jessie, ça faisait longtemps qu'elle fricotait avec le fils Granger, Lui, par contre, c'était pas Morgan Freeman. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, tout ça, c'était avant le mariage de la cousine. Rose Shapiro, une des cousines américaines de Tony, est fiancée depuis 4 ans à Brian Wazenstein, un publicitaire new-yorkais à la tête d'une immense fortune. Toute la famille Shapiro est conviée au mariage prévu le 13 mars 2010 à Honolulu, dans une des propriétés des Wazenstein. Pour l'occasion, un avion a été spécialement affrété pour acheminer les deux familles de New York vers Hawaï. Nous venons d'apprendre la disparition d'un avion de la compagnie Hawaii Airlines dans le Pacifique Nord avec 307 personnes à son bord. Il effectuait la liaison entre New York et Honolulu. Selon nos premières informations, il semblerait que tous les membres d'une même famille avaient pris place dans l'appareil pour se rendre à un mariage. Une édition spéciale consacrée à ce qui s'annonce d'ores et déjà comme l'une des plus grosses catastrophes aériennes de tous les temps. Le seul Shapiro qui manque à l'appel, c'est Tony, cloué au lit dans sa chambre de Douin à cause d'une violente intoxication alimentaire.
les mauvaises langues au village, ils disaient que cet avion, c'était un cadeau tombé du ciel. Que Monsieur Tony allait hériter des millions des assurances. Mais à quoi ça sert des millions, hein? Quand on n'a plus de famille, plus d'amis, plus rien. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore Marvin. Marvin, un persan chinchilla pure race que Fabienne Constantin découvre en train de dormir sur le lit de Tony Shapiro quelques semaines après l'accident. La première fois que je l'ai vu, j'ai cru que c'était un nouveau coussin. Sauf que les coussins, ça donne pas des coups de patte quand on les dépoussière. J'ai bien vu que monsieur retrouvait le sourire, qu'il était de plus en plus content avec ses chats. Alors, moi aussi j'étais contente, hein? Sauf pour les poils. Mais monsieur, il s'en fichait des poils, hein? Parce que c'est moi qui les ramassais, hein? En témoignage de son affection, Tony Shapiro crée spécialement un blog pour Marvin qui connaît rapidement un immense succès dans la blogosphère des amateurs de chats. Face à cet engouement, il lui ouvre quelques mois plus tard sa propre page Facebook avant de l'inscrire à un premier concours de beauté. Le reste appartient à la légende féline. Marvin, en l'espace de 3 ans, c'est 457 victoires lors de rencontres internationales. Mais c'est aussi des dizaines de shootings avec les plus grands photographes du monde entier, des centaines d'articles et de unes, et 27 748 fans sur Facebook. Bref, Marvin est un véritable phénomène. Au village, les gens me demandaient souvent de ses nouvelles. Ils s'intéressaient. C'est vrai qu'il était gâté. Il avait des ballons, des meubles en fourrure. Il mangeait dans de belles gamelles. Et monsieur lui parlait comme si c'était son petit. Marvin, coucou. Ah, salut. Tu te caches? Hello. Tu veux jouer avec la balle? Ouh, qui t'es beau. Tu me fais un petit coucou? Tu me fais un petit coucou? Coucou, Marvin. Alors, tu te laves? Ah oui? Ouh, que t'es beau. T'as soif? T'as soif? Tu bois? Les manches. Ah, elles sont bonnes, les croquettes. Oh oui, tu les aimes, hein? Ah oui, tu tires la langue, c'est bon. Toujours, il le filmait avec sa petite caméra. Toujours. Même quand Marvin faisait sa toilette. Je lui disais à monsieur, vous aimeriez bien qu'on vous filme quand vous faites votre toilette, hein? 3 fois par semaine, Tony Shapiro accompagne Marvin au Chacha, le salon de toilettage de Douin, où ses 2 toiletteurs personnels, Carole et Franck, lui prodiguent des soins de beauté. I'm looking at you wishing that I could. I'm looking at you wishing that you would. You looking at me thinking that you should. It's okay, go ahead, it's all good. I'ma do what I want, what I like. Do you mind if I leave on the light? I can turn it down low if it's too bright. Whatever makes you feel right. 3 fois par semaine pour laver un chat. C'est quand même un peu exagéré là quand même, hein? Même pour un très beau chat, hein? À mon avis, c'est pour ça que Marvin il a remporté le concours. Parce qu'il était très propre, hein? Au mois de mai 2013, Tony Shapiro reçoit ce mail lui annonçant la victoire de Marvin. Il s'agissait d'un casting géant pour devenir la nouvelle égérie des Golden Croquettes. Le chat gagnant se retrouvait pendant 5 ans sur tous les emballages de la marque et remportait jusqu'à la fin de sa vie les fameuses croquettes qui avaient fait la fortune d'MCI. Les frères Pavlakis, 2 jumeaux d'origine grecque, développent à l'âge de 23 ans une croquette révolutionnaire à bas prix dont raffolent les chats. C'est la naissance des Golden Croquettes. En 1970, ils montent MCI, Modern Croquette Industry, et deviennent rapidement numéro 1 de la nourriture pour animaux en Europe, avant de s'imposer au début des années 90 comme les leaders mondiaux de leur secteur. À l'apogée de son incroyable ascension, l'entreprise pèse 4 milliards d'euros et fait un bénéfice net par an de 750 millions. Le lendemain de la divulgation du chat gagnant, une conférence de presse est organisée à La Défense dans les locaux d'MCI Corporation. Alain Lafraux, le directeur général,
déclara qu'il était très fier qu'un chat aussi majestueux que Marvin devienne leur nouvelle égérie. Et le 15 mai 2013, sous l'objectif du photographe Christian Petit, 2 employés d'MCI déchargent la première livraison de Golden Croquette. Ce jour-là, Tony était comme un gamin. Je le connaissais bien, c'est moi qui suivais son chat pour le canard normand. Mais je peux vous dire que je l'avais jamais vu aussi heureux. Jamais. Il était tellement fier de Marvin. Le soir même, Tony Shapiro ouvre le premier paquet de Golden Croquette sous le regard impassible de Marvin et du photographe rouennais. Rien du tout. Que dalle. Marvin est parti se coucher sans goûter à une seule croquette. Résultat, j'ai dû dormir chez Tony en espérant faire une belle photo le lendemain matin. Mais à mon réveil, pareil. Exactement pareil. Plus jamais par la suite, Marvin ne devait remettre les pattes dans la maison de Tony Shapiro. Même après l'accident, Monsieur Tony n'était pas aussi mal. Je l'ai retrouvé effondré. Je me suis dit, eh bien voilà, encore un nouveau décès dans la famille. Mais non, ils étaient déjà tous décédés. C'est pas possible. En fait, c'était Marvin qui était parti. Comment réagirez-vous si tous les jours jusqu'à la fin de votre vie, vous deviez manger le même plat que vous détestez? Pour un chat, tout comme pour un chien d'ailleurs, la nourriture est le moteur de son existence. Or, si je m'en réfère aux photos que vous venez de me montrer, ce chat, de toute évidence d'une extrême sensibilité, avait manifestement très bien compris que l'énorme quantité de croquettes qui sont tassées dans ces cartons lui étaient destinées. On peut facilement imaginer que cette perspective lui était intolérable. Si Marvin avait été un Siamois ou un Chartreux, il serait sans doute rentré chez lui au bout de quelques heures. Or, je vous rappelle qu'il s'agissait d'un persan chinchilla, le plus têtu, le plus orgueilleux des animaux qui soient. Et jamais un chat de ce pédigré, une fois parti sur un coup de tête, ne retournerait dans son foyer. Jamais. Question d'honneur. Pour Tony Shapiro, après l'horrible tragédie qui avait décimé toute sa famille, le départ de son nouvel ami fut la goutte de lait qui fit déborder le bol. Tenant pour responsable la société MCI de la disparition de Marvin, le jeune homme contacte l'entreprise de croquettes en leur demandant de l'aider à retrouver son chat. La réponse ironique d'un stagiaire du service de communication le met dans une rage folle. C'en était trop. Désespéré et plus déterminé que jamais, Tony Shapiro décide de porter plainte contre MCI pour laver l'affront qu'il vient d'essuyer. Jérôme, le stagiaire en question, a immédiatement nié être l'auteur de ce mail déplacé, ce qui était sa seule ligne de défense possible. Toujours est-il que quand on a voulu rattraper cette gaffe, c'était trop tard. Shapiro était hors de lui et avait déjà contacté un avocat. Des illuminés qui s'en prennent à une multinationale, c'est relativement fréquent. Mais dans ce dossier, ce qui faisait toute la différence avec une affaire classique, c'est que Tony Shapiro était déjà connu comme étant l'homme qui avait perdu toute sa famille dans un accident d'avion, qu'il avait déjà touché des millions de la compagnie aérienne et que son chat était déjà une star sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un hasard si le 25 mai 2013, Tony Shapiro officialise son union contre MCI avec l'avocat Jean-Baptiste Gouffard. L'homme est connu du grand public depuis l'affaire ultra-médiatisée des graines empoisonnées de Périgueux qui causèrent la mort de milliers de volailles. À la surprise générale, il remporta à 28 ans seulement le procès en faveur des petits exploitants face à une énorme entreprise agroalimentaire. Mais qu'est-ce que vous vouliez plaider devant un juge?
Préjudice moral pour cause de départ intempestif de chat? Encore aurait-il fallu prouver que Marvin était parti à cause de ces nouvelles croquettes. Et qu'est-ce que ça aurait changé? Non. Non, en vérité, tout cela n'avait rien à voir avec une bataille juridique. C'était un combat purement médiatique. Et si vous vouliez capter l'attention des gens, il n'y avait pas 36 000 solutions. Fallait y mettre le prix. Le 28 mai, Tony Shapiro publie un avis de recherche sur la page Facebook de Marvin, promettant une récompense de 50 000 € à quiconque retrouverait son chat. Et le lendemain matin, son jeune avocat contacte la presse locale, dont bien évidemment Christian Petit, pour être sûr que l'information serait largement relayée. Les gens au village, ils sont devenus dingues. Ils couraient partout derrière les chats. Ils grimpaient aux arbres. Ils se regardaient avec méfiance. Je lui ai dit à monsieur, 50 000 € pour un chat, même un très beau chat, c'est quand même un peu exagéré là quand même. Non? C'est exagéré. Après son passage sur NT8 Normandie, tout le monde autour de moi ne parlait plus que de la récompense. 50 000 €. Oh, ça faisait un joli pactole. Il était malin, cet avocat, faut le reconnaître. Résultat, même les journaux nationaux ont parlé de la disparition de Marvin. L'information comme quoi mon client offrait 50 000 € s'est propagée à une vitesse vertigineuse. Il fallait absolument profiter de cette effervescence et continuer sur notre lancée. Le 4 juin, Tony Shapiro interrompt la finale de Roland-Garros et déclare devant les objectifs du monde entier qu'il double la récompense. Ce nouveau coup d'éclat est largement repris par la presse internationale, lui offrant une visibilité qui dépasse alors le simple territoire français. I come from Bristol to look for Marvin, and I'm determined to obtain the 100K reward. Même si c'était pour mon mari, je n'offrirais jamais une somme pareille. Ou alors pour qu'il le garde. Ah, si je retrouve Marvin, m'achète, c'est quoi? Une BM avec les sièges en cuir rouge et le tableau de bord en acajou. Tout d'un coup, Marvin s'est retrouvé au milieu d'une immense chasse au trésor. Sur Internet, les gens ne parlaient que de lui et on venait de toute l'Europe pour essayer de le retrouver. Ma stratégie fonctionnait relativement bien. Et c'est là où j'ai eu cette idée plutôt payante. 100 000 € à qui retrouvera Marvin. Voilà ce qu'on pouvait lire ce matin sur l'Arc de Triomphe, face à une foule de badauds partagés entre l'étonnement et l'amusement. Le portrait géant du désormais célèbre chat s'est propagé à toute vitesse sur Internet, suscitant de nombreux commentaires. Après avoir interrompu la dernière finale de Roland-Garros, Tony Shapiro s'est donc offert l'espace de quelques heures, ce qui s'annonce d'ores et déjà comme l'un des plus gros coups médiatiques de tous les temps. La tronche de Marvin sur l'Arc de Triomphe, une semaine après Roland-Garros. C'était le truc imparable. Même à Katmandou, les gens ne parlaient plus que de ça. Il méritait un Oscar en communication, ce gars, franchement, respect, quoi. Un vrai cador. Cette dégradation, évidemment, tout le monde la regrette. C'est inacceptable. Moi, je trouve ça profondément choquant. Et je demande des excuses publiques. En cette période annuelle de vaches maigres éditoriales, quasiment toute la presse s'empare de cette histoire insolite qui alimente sans discontinuer les réseaux sociaux. Utiliser l'Arc de Triomphe pour retrouver son chat, excusez-moi, moi je trouve que ça manque un petit peu de grandeur. La Tour Eiffel, là ça aurait de la gueule, là ça aurait du panache. Et en très peu de temps, la photographie de Marvin fait le tour du monde. Je savais très bien que cette opération coûterait cher, mais Tony Shapiro était un homme suffisamment riche pour en assumer toutes les dépenses. Ça faisait partie de notre stratégie. En revanche, ce que je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout anticipé, c'était l'incroyable cadeau qu'allait nous faire la mairie de Paris. Le 16 juin, la mairie de Paris porte plainte contre Tony Shapiro pour vandalisme et trouble à l'ordre public. Le jeune homme encourt une peine maximale de 3 ans de prison ferme et 600 000 € d'amende. De simple trublion un peu excentrique, mon client s'est transformé en victime. Non seulement ce pauvre garçon avait perdu toute sa famille dans un tragique accident d'avion, mais en plus, on lui intentait un procès alors qu'il essayait tout simplement de retrouver le seul petit être vivant qui lui restait sur Terre. Le jour même, sur les conseils de Maître Couffard, Tony Shapiro publie un tweet dans lequel il s'excuse publiquement pour les dégâts occasionnés
et propose de rembourser intégralement tous les frais engagés par la mairie de Paris. Le refus cinglant du service de communication de l'hôtel de ville provoque une vague de protestations et donne naissance à une pétition exigeant l'abandon des poursuites à l'encontre de M. Shapiro. Retweetée des dizaines de milliers de fois quelques heures seulement après son lancement, la pétition émise par un fan de Marvin connaît un succès immédiat et fulgurant. C'était tout à fait normal qu'une partie de la population soutienne un homme qui avait traversé de telles épreuves. Et stratégiquement parlant, c'était le moment idéal pour que Tony aille s'exprimer à la radio et à la télévision. Franchement, Tony, vous n'avez pas l'impression d'en faire un peu trop? Vous savez, Marvin, c'est pas un simple chat, c'est la seule famille qui me reste, madame. C'est ma seule famille. Alors la question que tout le monde se pose, c'est ça rapporte combien tout ça? Moi, ça me rapporte rien du tout. Moi, je fais pas ça pour l'argent, c'est pour Marvin que je fais ça. C'est pour mon petit chat. L'omniprésence du jeune homme dans les médias suscite encore plus d'engouement pour cette histoire. Mais qui se cache vraiment derrière l'incontournable Tony Shapiro? Non, en 35 ans de carrière, j'ai jamais vu un mec aussi canon en com que Tony Shapiro. Mais le mec est trop fort, quoi. Non mais c'est dingue. Bah j'en ai rien à foutre de Tony Shapiro et son chat. Mais vraiment, quoi. Le 18 juin, on dénombre déjà 60 000 signataires et 800 000 fans sur la page Facebook de Marvin. Enthousiasmés ou agacés, les Français ont trouvé leur sujet de discussion estivale. Non mais qu'ils arrêtent quoi, qu'ils laissent tomber la plainte et puis qu'ils l'aident à retrouver Marvin quoi. Alors moi j'en ai strictement rien à foutre. Tony, lâche pas l'affaire, on est avec toi, on te soutient. Tony, on t'aime. Mais il est trop beau. Ah mais carrément. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un chat? Y a pas des trucs plus importants, non? Vous croyez que ça m'amuse, moi, tout ce battage médiatique? Non, ça m'amuse pas. Et je vais vous dire, si c'est le seul moyen que j'ai pour retrouver mon chat, alors... Ouais, je vais continuer, oui. Les messages à la fois de soutien et d'exaspération continuent d'affluer aussi bien sur les murs des réseaux sociaux que sur ceux des grandes villes. En moins d'une semaine, Tony Shapiro et son chat deviennent les protagonistes incontournables de ce qu'on appelle désormais l'affaire Marvin. حالة مارفين لماذا توني شابيرو 马凡事件究竟谁才是 Tony Shapiro? Deve rimborsare il municipio di Parigi. Le 25 juin, alors qu'en France, plus de 300 000 personnes ont signé la pétition, Tony Shapiro entame une grande tournée médiatique à l'étranger. Marvin is my only family. Aux États-Unis, les images du jeune homme qui s'effondre en larmes au milieu d'un célèbre talk-show bouleversent tout le pays. L'Amérique est conquise. Le 27 juin, un sondage révèle que 80% des Français souhaitent que la mairie de Paris retire sa plainte. Et le 4 juillet, alors que Marvin fait la une du Time Magazine, un communiqué de presse annonce le retrait de toutes les charges retenues contre M. Shapiro. Merci à tous pour votre soutien. Merci. Merci du fond du cœur. Maître Gouffard et son client peuvent savourer leur victoire. Star à poil. En 6 lettres. Eh bien oui, c'est Marvin. Ce chat était devenu un tel phénomène que je pouvais légitimement prendre contact avec MCI. C'était évident qu'au regard de son incroyable popularité, communiquer sur le fait que Marvin avait quitté son foyer parce qu'il n'aimait pas les croquettes dont il était lui-même l'égérie ne serait pas très bien vu. Vous imaginez la contre-publicité? N'importe qui aurait payé une fortune pour s'en passer. Mais juste avant que Maître Gouffard ne mette son plan à exécution, et alors que la page de Marvin atteint les 8 millions de fans, un nouveau rebondissement vient ébranler sa stratégie. 3 photos publiées sur Facebook mettent directement MCI en cause dans le kidnapping de Marvin, provoquant immédiatement l'émoi des internautes. En moins de 6 heures, les photographies sont partagées 765 000 fois, obligeant le service de communication d'MCI à tweeter un démenti officiel. Que Shapiro aille pleurer à Roland-Garros ou retapisse l'Arc de Triomphe avec son portrait de chat, c'était très bien, ça faisait de la publicité pour les Golden Croquettes. Par contre, avec cette histoire de kidnapping qui s'est propagée comme une traînée de poudre, nous étions obligés de réagir.
même si c'était flagrant qu'il s'agissait de photos bidons. Non mais, franchement les gars, pas besoin d'être une vedette en infographie pour voir que c'est un photomontage à la con. Hein. J'espère que vous êtes pas venus que pour ça. Hein. Bon, je vais vous montrer. Hop. Donc là, j'ai mon image originale. Hein. Je passe un premier petit calque de nuit. Deuxième calque, le gars. Troisième calque, petit logo MCI. Et après, voilà, le gars, il est là. Il est plus là, il est là, il est plus là, il est là, il est plus là, il est là, il est plus là. N'importe qui avec Photoshop est capable de faire ça en quelques clics. Hein. Dans la semaine qui suit la publication de ces 3 photos, des milliers de slogans anti-MCI envahissent la toile et les premières injures personnelles à l'encontre d'Alain Lafraux font leur apparition. Aujourd'hui encore, je ne sais toujours pas qui a répandu ces rumeurs, mais quoi qu'on ait pu dire à l'époque, ces manœuvres n'étaient absolument pas de mon fait. Affirmer qu'MCI était à l'origine de la disparition de Marvin en utilisant un photomontage grotesque, c'était ni plus ni moins de la calomnie. Et jamais, en tant qu'avocat, je dis bien jamais, je ne m'abaisserai à ce genre de procédé. Contrairement à certaines personnes. Le 21 juillet, Madeleine Vivier, la présidente de l'Association pour la protection des animaux, en appelle à la conscience de chaque citoyen qui possède un animal de compagnie en demandant de boycotter les produits estampillés MCI. Qu'MCI soit derrière l'enlèvement de Marvin ou pas, que les photos soient truquées ou non, ça n'avait aucune importance. Parce que ça a permis de sensibiliser l'opinion publique. Et ça, c'est... Pour fabriquer leur saloperie de croquettes, vous êtes au courant de leur méthode? Vous savez ce qu'ils font subir à des milliers de chatons? Est-ce que vous avez une idée de la souffrance qu'endurent ces animaux? Face à des ordures pareilles, il n'y a pas beaucoup d'armes pour se battre. Alors quand j'ai vu qu'on pouvait surfer sur la vague Marvin et frapper là où ça fait mal, eh ben croyez-moi, j'ai pas hésité une seconde. Le 23 juillet, l'APA publie sur sa page Facebook une vidéo dans laquelle des chercheurs d'MCI font des expérimentations sur des chats. Ce document à charge soulève une immense vague d'indignation qui se répercute instantanément sur les réseaux sociaux. Pour mettre définitivement un terme à ces pratiques barbares, Madeleine Vivier en appelle à une grande journée de mobilisation nationale le dimanche 27 juillet. Qu'est-ce qu'il dirait, Lafraux, hein? Si on torturait ses enfants pour élaborer des nouvelles confiseries. C'est pour ça qu'on est dans la rue aujourd'hui. C'est pour dire stop à la torture. Face à l'émoi suscité par la diffusion de la vidéo et au succès de cette première mobilisation, les dirigeants d'MCI sont encore une fois obligés de s'expliquer publiquement. Mais 2 heures après le tweet d'MCI, une vidéo datée du mois de janvier 2013 est publiée sur la page du FRA, le Front révolutionnaire des animaux. Ces images inédites et insoutenables de chatons électrocutés par des chercheurs d'MCI déclenchent un tollé planétaire. Des chatons, quoi. Ils avaient rien fait. Mais c'est quoi ce monde dans lequel on vit, putain? I'm so shocked by those images. They're disgusting, they're horrible, they shouldn't be allowed. It's inhuman. J'ai vu des choses horribles dans ma vie, mais là je crois que c'est le pompon. C'est le pompon, quoi. Bravo, MCI. L'entreprise se retrouve à nouveau sous le feu des projecteurs. En parallèle, des centaines de vidéos parodiques sont mises en ligne sur YouTube. La plus populaire d'entre elles dépassera les 80 millions de vues. Dès lors, pour beaucoup de personnes, MCI restera à jamais associé au mot Murder Croquette Industrie. C'était la cerise sur le gâteau. Grâce aux collègues du FRA, ces de avaient enfin ce qu'ils méritaient. On peut dire que Madeleine Vivier a servi de catalyseur. À partir du moment où elle est entrée en scène, avec les conséquences que l'on sait, mon client et moi-même n'avions plus grand-chose à faire, à part assister tranquillement à la débâcle d'MCI. C'était presque trop facile.
Suite aux révélations sur les tortures de chats et aux mensonges éhontés d'MCI, le boycott contre l'entreprise s'intensifie. Ah mais bien sûr que je boycotte MCI d'ailleurs. Tout le monde devrait en faire autant. Moi, je n'achèterai plus jamais un seul produit MCI. Plus jamais de la vie. Ah non, oh c'est fini les produits MCI. Jamais plus mon chat ne mangera ces produits-là, jamais. Pas une seule seconde, j'aurais pu prévoir un tel scénario. Pas une seule seconde. Mais qui l'aurait pu? Un chat disparaît et quelques mois plus tard, l'opinion publique vous conspue et plus personne n'achète vos produits. C'était inimaginable. La question alors que tout le monde se pose, c'est pendant combien de temps encore les dirigeants de MCI vont-ils pratiquer cette politique de l'autruche? Toujours est-il que quand Alain Lafraux décide enfin de sortir la tête du sable, il est beaucoup trop tard. La pâte de Marvin a déjà laissé une trace indélébile sur le marché mondial de la nourriture pour animaux. Ce visuel de Marvin apparaît pour la première fois sur les réseaux sociaux le 4 août 2013. Son dépositaire n'est autre qu'un certain Jean-Baptiste Gouffard. La patte levée, l'étoile rouge, le regard frondeur, j'ai tout simplement repris les codes des anciennes affiches de propagande révolutionnaire, en les modernisant un peu. Dès lors, pour un grand nombre de personnes, le vrai symbole de la résistance, c'était Marvin. La première fois que j'ai vu ce dessin de Marvin, c'était sur du papier toilette. Marvin sur un rouleau de PQ. C'est pas un peu exagéré là quand même? Oh, vous aimeriez bien avoir votre tête sur du papier toilette? En créant, puis en exploitant cette image de chat révolutionnaire, je savais très bien que je m'exposais à certaines critiques. Donc, pour anticiper toute réaction de rejet à l'égard de ma nouvelle stratégie de communication, j'ai proposé un partenariat à la Ligue révolutionnaire internationale. Du coup, personne ne pouvait me taxer d'opportunisme. Personne. Rien qu'au mois d'août, ce ne sont pas moins de 390 produits dérivés qui envahissent notre quotidien. Le chat à la patte levée est devenu l'emblème le plus fashion du moment. À ce stade, ce n'était plus de la politique, ni du militantisme, mais du marketing. En acceptant l'accord de Gouffard, y compris la commercialisation du Mac Marvin par une chaîne de fast-food, j'étais devenu le George Lucas des révolutionnaires. C'était un truc de dingue. Ce chat était plus populaire que Che Guevara et nous touchions 5% sur toutes les recettes engendrées par son exploitation. Largement de quoi répandre nos idées à travers le monde. Tout cela, je le répète, n'avait qu'une seule finalité, fragiliser un maximum MCI pour être en position de force lors de négociations futures. Après, oui, je veux bien reconnaître que ça m'a permis de gagner un peu d'argent. Environ 95 millions d'euros. C'est ce qu'aurait perçu Maître Gouffard en l'espace d'un mois, rien qu'avec les recettes des produits dérivés Marvin. Alors que, de son côté, MCI continuait inexorablement de plonger. Le 12 septembre 2013, face à l'ampleur du phénomène Marvin et à l'état catastrophique de leur entreprise, les dirigeants d'MCI Corporation consentent enfin à organiser une première réunion avec Maître Gouffard et son client. Nous étions 9 autour de la table. Tony Shapiro et moi-même, Alain Lafraux avec Antoine Caffin, son vice-président, et leurs 5 principaux avocats. Je fulmine sur ma chaise, avec l'envie irrésistible d'étrangler ce petit merdeux d'avocat. L'entreprise vient de perdre des millions d'euros.
Des manifestations anti-MCI ont lieu dans toute la France. Des vidéos de moi en train d'exécuter ce foutu chat circulent sur le net. Et cette sangsue de Gouffard, confortablement installée dans son fauteuil, veut en plus nous extorquer une petite fortune uniquement pour jouer les pacificateurs. C'était du délire. Je vous raconte pas l'ambiance. Alain Lafraux tirait une gueule de 3 km de long. Bon, à sa décharge, il faut dire qu'il avait pas de très bonne carte en main. Moi, en revanche, j'étais tranquille. Je savais très bien qu'on obtiendrait tout ce qu'on voudrait. C'est moi qui aurais dû faire un procès à cette fripouille d'avocat pour calomnie et atteinte à mon intégrité morale. C'est moi! Et au lieu de ça... On a obtenu 190 millions d'euros. 190 millions pour un dossier qui ne comportait absolument aucun élément concret. Je vous avoue que c'était plutôt une très belle somme. En contrepartie, mon client devait simplement démentir toutes les rumeurs concernant l'éventuel kidnapping de Marvin par MCI. L'issue de ces négociations est riche d'enseignements. Si des particuliers, via les réseaux sociaux ou tout autre moyen de propagation virale, peuvent directement impacter une entreprise aussi puissante que MCI, alors cela signifie que le modèle capitaliste tel que nous le connaissons est gravement malade. Après une demi-journée de tractation, je rentre chez moi. Je débouche une bonne bouteille de Château Margaux pour me réconforter. Je m'installe dans mon canapé avec mon verre et j'allume la télé. Eh bien, je peux vous dire que c'est la première fois de ma vie que j'ai recraché une gorgée de Château Margaux. Nous venons d'apprendre à l'instant le décès de Tony Shapiro, le propriétaire de Marvin le chat, retrouvé mort dans sa cuisine au pied d'un escabeau. Une édition spéciale largement consacrée à la disparition soudaine de ce jeune homme de 36 ans, au cœur de l'actualité depuis le début de son combat très médiatisé contre MCI, le géant de la nourriture pour animaux. J'ai appris la mort de mon client sur France Info, alors qu'MCI, le matin même, nous avait remis le chèque. Ça peut paraître déplacé, mais la première chose que je me suis dite en apprenant la nouvelle, c'est qu'Alain Lafraux allait tenter par tous les moyens de récupérer ses 190 millions. Et puis, assez vite, j'ai compris qu'MCI allait d'abord avoir d'autres petits problèmes à régler. Le soir même, des échauffourées éclatent à Paris entre des jeunes radicaux anti-MCI et les forces de l'ordre, faisant 7 blessés, dont 2 graves parmi les policiers. La France passe une nuit sous tension. Ce qui s'est passé, je me permets de le rappeler, c'est qu'on a tiré sur des policiers et qu'on a brûlé des équipements publics. Le lendemain matin, les témoignages de sympathie en faveur du jeune homme se multiplient un peu partout dans le monde. Il va me manquer. Beaucoup. Ben évidemment, je suis triste. C'était vraiment quelqu'un de bien, puis il va tous nous manquer. On t'oubliera pas, Tony. En parallèle, l'hostilité à l'égard d'MCI ne cesse d'augmenter. L'entreprise de croquettes se retrouve encore une fois au cœur d'un immense scandale. Non mais MCI, c'est des assassins. Honte à eux, honte à eux. On nous fait yèche pour 2 grammes de shit, toi. Et puis MCI, ils boutent un cum et puis ils ont que dalle. C'est scandaleux tout ça. C'est vraiment scandaleux. C'est profondément choquant. C'est plus ici que de la sidération, c'est de la colère. Je n'ai pas de déclaration à faire. Il y a un principe fondamental dans toute démocratie, c'est la présomption d'innocence. De son côté, Madeleine Vivier en appelle à un grand rassemblement contre MCI le samedi 15 septembre, place de la Bastille, en hommage à Tony Shapiro. Selon les organisateurs, c'est près de 150 000 personnes le samedi matin qui répondent présents à son appel. Et c'est reparti. De nouveau, les gens descendent dans la rue. De nouveau, MCI est montré du doigt. Et de quoi nous accuse-t-on? Sérieusement?
D'avoir tué Tony Shapiro? Liberté de manifester! La colère est telle qu'il faudra une semaine entière aux forces de l'ordre pour maîtriser totalement la situation. Après 5 jours d'isolement, je peux enfin quitter mon appartement sous la protection de 4 policiers. 4 policiers sur le dos, 24 heures sur 24. Alors que 3 jours plus tard, on découvre dans la presse une copie du rapport légiste qui conclut comme il fallait s'y attendre. À un accident. Le rapport des experts était clair et net, il s'agissait ni plus ni moins d'un banal accident domestique. Mon client a voulu changer une des ampoules du plafonnier de sa cuisine et il est tombé. À ce moment-là, pour moi, comme pour des millions de personnes, ça ne fait aucun doute qu'MCI est derrière la mort de Shapiro. Ce qu'on cherche à faire passer pour un stupide accident n'est ni plus ni moins qu'un avertissement. Si vous aussi, comme ce pauvre garçon, vous tentez de nous barrer la route, alors voilà comment vous finirez. Très honnêtement, je ne vois pas pourquoi les responsables d'MCI auraient fait exécuter Tony Shapiro alors que nous venions de signer un accord avec eux. Ça n'avait aucun sens de faire ça. Aucun. En revanche, s'il s'agissait bel et bien d'un assassinat, dans le but de nuire à MCI, et non pas d'un accident, alors là, c'était vraiment un coup de génie. Journée noire dans le monde de la finance après l'annonce de la faillite d'MCI. Le leader mondial des croquettes pour animaux n'a jamais réussi à retrouver la confiance des marchés depuis sa mise en cause dans l'affaire Marvin. Une édition spéciale largement consacrée à ce qui s'annonce d'ores et déjà comme l'une des plus grosses crises économiques de tous les temps. 58%. L'action MCI a perdu 58% de sa valeur boursière entre le moment où Madame Vivier a lancé son appel au boycott et la fin du mois de septembre. Et lorsqu'une entreprise du CAC 40 connaît un tel plongeon, il y a forcément des répercussions sur l'ensemble des marchés boursiers. Si vous voulez, pour faire simple, d'un côté, les petits actionnaires paniquent en prenant conscience de la fragilité de leur placement et vendent toutes leurs actions en même temps. Et de l'autre, les gros actionnaires, craignant à juste titre une réaction en chaîne dans un climat extrêmement hostile aux transactions financières, gèlent massivement leurs investissements. Conséquence directe, lors du sommet exceptionnel de Copenhague, les chefs d'État réunis pour l'occasion sont obligés de prendre des mesures économiques drastiques afin d'endiguer la plus importante récession depuis la crise des subprimes de 2007. La disparition de Marvin est-elle en train de bouleverser le cours de l'histoire? Pánico en los mercados bursátiles. Un plan de austeritate fără precedent. Wir werden den Gürtel enger schnallen müssen. C'est le début d'une politique commune d'austérité sans précédent. We remain fully engaged in order to help with restoring stability, growth and debt sustainability. Il faut faire des économies, mais en même temps, il ne faut pas affaiblir l'économie. Ce que je pense de la crise? Bah regardez, merci la crise. Et merci MCI. Merci MCI. Je peux plus payer mon loyer, donc je vais être obligé de retourner chez mes parents, quoi. À Roubaix. Génial. Une entreprise mondialement connue qui fait faillite. Plus de 9000 salariés au chômage. Des millions de personnes touchées par le plus important plan d'austérité jamais voté. Évidemment que ça me fait de la peine. Évidemment. Et avant d'être l'avocat que tout le monde connaît, monsieur Laffitte, je suis d'abord et avant tout un être humain. On a fini parce que j'ai des dossiers quand même. MCI avait déposé le bilan. Les principaux dirigeants de la planète m'avaient dans le collimateur et j'étais la personne la plus impopulaire d'Europe. Tout cela, j'ai bien eu le temps de le ressasser. Et plus j'y pensais, plus je me disais que c'était quand même étrange. Que Gouffard tire sur nous à boulet rouge, c'était normal. Mais que Marvin disparaisse le jour de la livraison des Golden Croquettes,
que chaque document à charge contre MCI sorte toujours au meilleur moment pour bien nous enfoncer et que, cerise sur le gâteau, Shapiro meurt quelques heures après la signature de notre accord. Ça faisait quand même beaucoup de malheureuses coïncidences. C'est pourquoi j'ai fait appel à un détective privé pour lui demander de mener sa propre enquête. Lorsque j'ai contacté Alain Lafraux pour lui parler de ce documentaire, il m'a dit qu'il avait en sa possession des vidéos qui pourraient m'intéresser. Ce sont ces mêmes vidéos qui sont actuellement entre les mains de la justice française. Grâce à un système d'enregistrement miniaturisé fonctionnant par transmission satellite, les images que filmait le détective Jean-Pierre Moulin se retrouvaient instantanément sur le disque dur d'Alain Lafraux. J'ai moi-même effectué un premier montage pour vous éviter les 700 heures de rush tournées par Monsieur Moulin, mais en essayant d'être le plus objectif possible. Et si j'ai décidé de rester en retrait dans cette dernière partie, c'est parce qu'il m'est apparu que les comptes rendus quotidiens du détective se suffisaient à eux-mêmes. Bon alors, par conscience professionnelle, j'ai épluché le rapport du médecin légiste, mais je n'ai rien trouvé de suspect concernant la mort de Tony Shapiro. Ce que je vous propose, Alain, c'est de repartir à zéro et d'aller faire un petit tour en Normandie dans son ancienne propriété. Bon alors, je me suis pris une petite chambre d'hôtel à Douin, et je pense que je vais y rester un petit moment. La maison de Tony Shapiro est partie en fumée 3 semaines après sa mort. Et d'après les pompiers, l'incendie serait dû à un mégot de cigarette. C'est quand même pas de chance, hein. Donc je vais aller voir ce qu'en pensent les voisins. On sait jamais, on aura peut-être une bonne surprise. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je voulais savoir si vous connaissiez bien Tony Shapiro. Pas spécialement, monsieur. Au revoir, monsieur. Ok. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. J'aurais besoin de quelques renseignements sur Tony Shapiro. J'ai rien à vous dire, monsieur. J'ai rien à vous dire. D'accord. J'aurais besoin de quelques renseignements concernant votre ancien voisin, Tony Shapiro. Je n'ai rien à vous dire sur Shapiro. J'ai rien à vous dire sur Shapiro. J'ai encore beaucoup de travail. S'il vous plaît. Merci. Je suis désolée. Bon alors, c'est l'omerta totale autour de Shapiro. Par contre, en vérifiant ses relevés bancaires, je suis tombé sur un virement de 400 000 euros, datant du 16 juin 2011, en faveur d'Utopiac, une société basée à Douin. Or, il apparaît que le gérant de cette société, un certain Richard Latour, était à la fois le vétérinaire de Marvin et le médecin de Shapiro. Bonjour l'hygiène. Je serais curieux de savoir comment il justifie cette petite entrée d'argent. Ah. Alors comme ça, vous êtes dans les assurances. Exactement. Et j'enquête sur le décès de Tony Shapiro, qui a coûté pas mal d'argent à mes employeurs d'ailleurs. Vous travaillez toujours les volets fermés comme ça? Je souffre d'albinisme binoculaire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Utopiac, c'est bien le nom de votre société qui gère ce cabinet? Et sans vouloir être indiscret, les 400 000 euros perçus par Utopiac en 2011, ils viennent d'où? De la poche de Monsieur Tony Shapiro, c'est un don personnel. Comme ça, pour vos beaux yeux? Ah non, pas pour les miens. Pour ceux de Marvin. J'ai sauvé son char l'opérant à 4 heures du mat, il tenait à me remercier. Ah bah, ça valait le coup de se lever à 4 heures du mat.
Très bien. Bah, comme manifestement vous me prenez pour un idiot, je reviendrai avec un inspecteur des finances pour éclaircir tout ça. À bientôt. Attendez. Venez voir. Qu'est-ce que c'est? Mes patients qui se sont fait griffer par Marvin. Après une énième attaque, j'ai dit à Tony Shapiro que c'était terminé. Soit il gardait son chat à la maison, soit j'allais devoir le faire piquer. Ah d'accord, et les 400 000 euros, c'était pour que vous fermiez les yeux, c'est ça? On peut dire ça comme ça. Et pourquoi personne d'autre ne s'est plaint? Parce que Tony Shapiro n'est pas du tout l'homme que les médias ont dépeint, Monsieur Moulin. Avec ses millions, il tenait à lui seul l'économie locale. Et puis surtout parce que personne n'avait envie de finir comme Franck Lavandier. Franck Lavandier? Le premier toiletteur de Marvin. Le seul être humain à ma connaissance qui a osé porter la main sur le chat de Monsieur Shapiro. Franck Lavandier, l'ancien toiletteur de Marvin, a disparu le samedi 14 janvier 2012. D'après le rapport d'enquête, il a quitté le salon de toilettage vers 19h. Ensuite, c'est le mystère total. Plus personne ne l'a jamais revu. Je crois que c'est le moment d'aller faire un petit tour au chacha. Bon alors, le chacha porte toujours le même nom, sauf que c'est devenu un restaurant chinois. Et d'après le patron, l'ancienne gérante semblait très pressée de lui revendre son commerce. Alors j'ai essayé de contacter cette femme, une certaine Carole Lovin, mais impossible de mettre la main dessus. C'est quand même de plus en plus bizarre tout ça. En tant que documentariste, il m'était difficile de ne pas vérifier l'exactitude de toutes ces informations. Et effectivement, aujourd'hui encore, Franck Lavandier est bien sur la liste officielle des Français portés disparus. Quant à Carole Lovin, il nous aura fallu plus d'1 mois et demi pour la retrouver. Elle a ouvert un petit salon de coiffure à Paris et vit désormais sous un pseudonyme. C'est à visage masqué, et seulement à cette condition, qu'elle a accepté de témoigner devant notre caméra. J'étais dans le salon avec Tony Shapiro et 2 autres clients, pendant que Franck finissait de rincer Marvin. Comme une conne, j'ai touché au robinet pour me laver les mains. Alors que je savais très bien que ça jouerait sur la température de l'eau qu'utilisait Franck. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Résultat, Marvin s'est mis à miauler comme un putois et il a planté ses griffes dans la cuisse de Franck, le pauvre. Ça devait être au moins la 3e fois en 15 jours qu'il lui faisait un coup pareil. Il a regardé sa jambe qui pissait le sang, puis il s'est retourné vers le chat et il lui a collé une grosse mandale en répétant qu'il allait le crever. Marvin s'est mis à tituber, comme s'il était complètement bourré. Alors Tony Shapiro l'a réconforté en le prenant dans ses bras, pendant que Franck se barrait du salon en hurlant de rage. On ne devait plus jamais le revoir. Pour moi, c'est Shapiro qui l'a fait disparaître. Cette enflure, il voulait tout contrôler avec son fric. Et quand quelque chose le faisait chier ou lui résistait, ça pouvait vraiment dégénérer. Non mais vous avez vu le bordel qu'il a foutu dans le monde, juste parce que son chat s'est barré de chez lui. Un chat et son maître qui font régner la terreur dans leur village. Un jeune toiletteur qui disparaît mystérieusement. Et un curieux médecin vétérinaire qui est mêlé à une affaire de chantage. Ma foi, je ne savais plus quoi penser. Et je n'avais pas l'impression que Jean-Pierre était plus éclairé que moi. Alors, à défaut de Carole Lovin, j'ai réussi à contacter Magali Granger, l'ex-petite copine de Franck Lavandier. Je la retrouve chez elle demain à 18h. Espérons que ça donne quelque chose. Vous voulez des glaçons dans la bière? Ah non, merci. C'est gentil. Pas de Chine, hein? Bah, Chine. Bon, maintenant qu'il est mort, je peux vous le dire. Tony Shapiro a toujours été un sale con. Moi, je le connaissais bien. J'étais la meilleure amie de sa sœur au collège. Excusez-moi, mais on parle du même Tony Shapiro, le brave type qui a ému tout le monde avec son chat. Ouais, celui qui est parti en vrille après l'accident d'avion et le pactole des assurances. D'un coup, il s'est cru tout permis. Et puis, comme il avait plein de fric, les gens fermaient leur gueule.
Vous savez ce qu'il a sorti à Francky? Juste quelques jours avant sa disparition. Il lui a dit, si tu lèves ta patte sur Marvin, je te tuerai. Et ben c'est ce qu'il a fait, ce fils de pute. Mais pourquoi vous n'avez rien dit à la police? Bah, j'étais en dépression. Et puis, quand j'ai commencé à aller mieux, l'affaire Marvin a éclaté. Alors, j'ai replongé. 80% des Français trouvaient Shapiro sympathique. Il faisait la une de tous les journaux et son connard de chat, là, c'était une idole planétaire. Alors, bien sûr, j'aurais pu appeler les flics. Mais j'étais internée, moi. J'étais un légume sous médoc. Maintenant, je vais beaucoup mieux. Et c'était qui votre médecin? Bah, le même que tout le monde, à Douin. Le docteur Richard Latour, pourquoi? Bonsoir Alain. Alors, j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur notre médecin. Et figurez-vous que Richard Latour n'existe pas. Alors je m'explique. Il a ouvert son cabinet en mars 2003, mais avant, rien, le néant. Aucun Richard Latour n'est recensé auprès de l'état civil et il n'a aucune identité fiscale avant 2003. Dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle un fantôme. Donc je vais aller jeter un petit coup d'œil dans son cabinet et on verra bien si je trouve quelque chose. Ce document que j'ai découvert chez Latour est une facture éditée en 1988 par MCI à l'attention d'Albert Zimmer, un ancien chercheur qui a bossé 17 ans à Santa Fe dans un de vos laboratoires. Et en consultant les archives d'MCI, on s'aperçoit que Zimmer disparaît de tous les fichiers de l'entreprise au début du mois de janvier 2003. C'est-à-dire très peu de temps avant que Richard Latour ne s'installe à Douin. Et ce n'est pas tout, regardez. Voici la seule vidéo connue provenant de ce laboratoire argentin. Essayez d'imaginer le type, avec 20 ans de plus, une petite barbe blanche. Je crois que c'est le moment d'aller faire un petit tour en Argentine. Là où les emmerdes pour MCI ont vraiment commencé. La ressemblance entre les deux hommes était frappante. Du coup, l'enquête prenait une toute autre dimension. Car si Richard Latour et Albert Zimmer ne faisaient qu'un, alors tous nos déboires n'étaient peut-être pas que le fruit du hasard. Oh là Alain. Bon alors, je suis assez content. Parce qu'en 2 jours, je me suis fait pas mal d'amis. Dont un certain Juan Augusto Rodriguez, un ancien flic qui tient une petite gargote en centre-ville. Ce type connaît tout le monde ici. J'ai l'impression qu'on va bien s'entendre tous les deux. Alors voilà ce que j'ai appris en échange de quelques pesos. J'espère que vous êtes bien assis. En novembre 2002, la police locale découvre un charnier de chats autour du laboratoire d'MCI. Pour se dédouaner, l'entreprise accuse Albert Zimmer d'avoir agi seul, ce qu'il a toujours nié. Rebaptisé le boucher de Santa Fe par la population, il passera 2 mois dans les geôles argentines avant de s'évader en février 2003. Je suis sûr que Shapiro n'est qu'un pion dans cette histoire. C'est Zimmer qui a toujours voulu se venger d'MCI. Je rentre immédiatement à Douin. Le 13 novembre 2002, la police argentine découvre effectivement un immense charnier de chats à quelques mètres seulement du laboratoire d'MCI. Albert Zimmer, le responsable de ce laboratoire, est aussitôt surnommé le boucher de Santa Fe, avant d'être arrêté puis jeté en prison, alors qu'il assure n'avoir fait qu'obéir aux ordres d'MCI. Lâché par sa hiérarchie, il réussit à s'évader quelques mois plus tard pour ne plus jamais réapparaître sous sa véritable identité. Si rien ne permet d'affirmer qu'Albert Zimmer est bel et bien Richard Latour, toujours est-il que la ressemblance entre les deux hommes
demeure pour le moins troublante. Voilà comment s'achève l'enregistrement. Comme si, pile à ce moment-là, on avait délibérément coupé la transmission. Du coup, ce qui s'est passé chez le vétérinaire reste un mystère. Mais c'est tellement horrible. Tellement horrible. Alertés par des voisins, les pompiers se rendent au cabinet de Richard Latour pour extraire, après 1 heure de combat contre les flammes, les corps calcinés de Jean-Pierre Moulin et du vétérinaire. Les experts en charge de l'enquête concluent à un problème de ventilation dans les conduits d'aération. Ventilation, mon cul, oui! Tout cela n'est qu'une mise en scène. Zimmer a brûlé Jean-Pierre à côté d'un autre cadavre avant de se volatiliser dans la nature. Pour moi, c'est évident qu'il se cache derrière la débâcle d'MCI et qu'il retenait Marvin chez lui depuis le début. D'ailleurs, comme par hasard, qui est-ce qui réapparaît 2 jours après l'incendie, amaigri et les poils noircis? Marvin, le plus populaire des chats, vient de réapparaître dans son village normand après avoir disparu pendant plusieurs mois. Selon nos toutes premières informations, l'ancien chat de Tony Shapiro souffrirait de légères brûlures, mais serait en bonne santé. L'annonce de cette incroyable nouvelle a aussitôt provoqué des scènes de liesse aux 4 coins de la planète. Une édition largement consacrée à ce qui s'annonce d'ores et déjà comme l'un des événements les plus marquants de cette fin d'année. Alors ça, c'était une très bonne surprise alors. Qu'est-ce que j'apprends le samedi en rentrant de mon cours de bowling? Que Marvin est revenu. Eh oui, il est revenu. Oh, merci mon Dieu. Спустя несколько месяцев Marvin, the most famous cat in the world. Il est là, alléluia, le divin félin est de retour et on l'embrasse très fort. Salut mon Marvin, welcome back. Le retour providentiel de Marvin dans son ancien village occupe tout l'espace médiatique pendant plus de 3 semaines consécutives. C'est une excellente nouvelle. Pour la France, c'est très important parce qu'on attendait ce moment. Bah c'est super, c'est le retour d'une légende sur pattes. Bah oui, très contente parce que Marvin qui revient le jour de mon anniversaire, c'est vraiment trop cool, non? Oh bah, comme tout le monde, je suis très heureuse que Marvin soit de retour parmi nous, quand même. Marvin! Seul héritier de Tony Shapiro, grâce à la législation américaine permettant de léguer toute sa fortune à son animal domestique, Marvin se retrouve l'heureux propriétaire d'un pactole estimé à plus de 3 milliards d'euros, géré par Fabienne Constantin. C'est à ce jour l'animal le plus riche du monde, avec 15 personnes à son service, 24 heures sur 24. Au moment où j'achève ce film, et malgré de nombreux éléments à charge contre Tony Shapiro et Richard Latour, le procureur de la République n'a toujours pas ouvert d'instruction judiciaire contre les 2 hommes, laissant en suspens bien des interrogations. Le décès de Tony Shapiro est-il vraiment accidentel? Qui se cache derrière la disparition de Franck Lavandier? Richard Latour est-il, comme tout le laisse à penser, Albert Zimmer, le boucher de Santa Fe, et, le cas échéant, est-il encore en vie? Un jour peut-être aurons-nous des réponses à toutes ces questions. Aujourd'hui, en tout cas, ce que nous apprend cette affaire, c'est qu'à l'heure de la mondialisation, un simple tweet, une photo sur Instagram, un mail ou un commentaire sur Facebook peuvent influer sur le cours de l'histoire. Pour le meilleur, comme pour le pire. Would you like a cup of tea, Captain? Oh, yes, please. Oh, Captain! Look who's here to say hi! How the hell did that thing get on board? I
I have no idea. But he's so cute. He's so cute. Are you kidding me? That's a cat. It's got nothing to do on the plane, so you're gonna lock it up right away. Come on. Oh, Captain. All right then. What the fuck is that? qui retrouvera Marvin. Mais t'es revenu, mon chat? Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Marvin! Arrête, Marvin! Nous venons d'apprendre à l'instant le décès de Tony Shapiro. Journée noire dans le monde de la finance après l'annonce de la faillite d'NCI.